Bonjour, après avoir présenté les différents concepts de la cryptographie dans des vidéos théoriques, maintenant on arrive à la partie pratique et on va voir par exemple comment faire du chiffrement symétrique, comment faire du chiffrement asymétrique, comment générer des clés, comment signer, comment créer des certificats, comment hacher des messages et ceci de manière pratique en utilisant un utilitaire qui s'appelle OpenSSL. OpenSSL, c'est une sorte de boîte à outils de chiffrement qui permet de faire plusieurs choses. D'abord, il comporte deux bibliothèques. LibCrypto qui permet d'implémenter la plupart des algorithmes cryptographiques, AES, DES, RC4, IDEA, RSA, LGAML, etc. Et puis libSSL qui est une implémentation du protocole SSL qui permet de mettre en place des VPN, de sécuriser différents types de protocoles. Quand on voit par exemple HTTPS, c'est du HTTP avec du SSL pour la sécurité. Quand on voit par exemple LDAP-S, c'est du LDAP avec de la sécurité avec TLS, etc. Il y aura un cours dédié sur TLS et sur l'implémentation. Et puis, OpenSSL utilise également ou offre également une interface de ligne de commande qui permet d'injecter les commandes et d'exécuter les commandes en ligne de commande. Il est disponible sur les principaux systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, macOS, Windows ou autres, et il dispose de nombreux wrappers vers des langages de programmation, ce qui permet de l'appeler, de l'utiliser, de l'interfacer avec pratiquement les langages de programmation les plus connus, tels que Java, C, C++, .NET, etc. On peut facilement faire appel à des commandes à partir de notre langage de programmation, faire appel à des commandes OpenSSL pour générer des clés, pour chiffrer, pour implémenter SSL, etc. Alors, j'ai dit qu'il est disponible sur les différents systèmes d'exploitation. Il est natif sous les distributions Linux. Vous n'avez besoin de réinstaller. Sous Windows, moi, j'ai installé un petit package, vraiment très petit, sur cette adresse. Dans OpenSSL, on va générer des certificats de type PEM. Par défaut, c'est des PEM, c'est un encodage en base 64. Alors, très vite, c'est quoi le base 64? C'est un encodage défini dans une RFC et il utilise du format binaire vers un format texte. Il utilise également un alphabet de 64 caractères. Le binaire, vous le connaissez, il utilise l'alphabet 0-1. L'octal, vous le connaissez, il utilise l'alphabet de 0 jusqu'à 7, c'est-à-dire 8 caractères, 8 chiffres. L'hexadécimal de 0 jusqu'à 15, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9, puis A, B, C, D, E, F. Et puis là, base 64, c'est un alphabet de 64 caractères, on les voit ici. Regardez la colonne encoding, c'est de A à Z majuscule, ça fait 26 lettres. Et puis de A à Z minuscule, ça fait autre 26, donc 26 pour les majuscules, 26 pour les minuscules, ça fait 52. Puis de 0 jusqu'à 9, pardon, tout à l'heure c'était 52, maintenant avec les 0 jusqu'à 9, ça fait 62. Et puis plus et anti-slash, ça fait 64. Le padding, ça veut dire qu'en fait, quand on va coder en base 64, on va faire des découpages en blocs. Et si le dernier bloc n'est pas comme les autres, n'a pas la même taille que les autres, on rajoute du padding, on rajoute des égales. Donc, si vous voyez quelque part du texte qui contient des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres 0 jusqu'à 9, des plus et des anti-slash, et qu'à la fin de ce texte, vous avez probablement des égales, il y a de fortes chances que ça soit codé en base 64. Maintenant, regardons si je veux coder ABC en base 64. Alors, première chose, c'est convertir en code ASCII. Le code ASCII de A, c'est 97 et 97 en binaire, ça donne ça. Pareil, le code ASCII de B, c'est 98 en binaire, ça donne ça. Et pareil pour C. Après, je fais des groupes de 6 litres, c'est-à-dire je mets le binaire de A, puis le binaire de B, puis le binaire de C, et après je découpe en blocs de 6. Donc ça, c'est les 6 premiers chiffres du binaire de A. Les deux ici, c'est les deux derniers chiffres du binaire de A. Et là, c'est le début du binaire de B, et ainsi de suite. Après, je fais du padding à 8 bits et je regarde cet alphabet du base 64, cette table qui me dit la correspondance. Alors ici, 000110000, ça fait 24 en binaire. 24, quand on regarde la valeur de 24 ici, c'est grand Y. Pareil, ici, 000101000,
c'est 22. On regarde 22 en binaire, bien sûr. Si on regarde la valeur de 22, c'est W et ainsi de suite. Ici, c'est 8, ça correspond à grand I en base 64. Et ici, c'est 35, ça correspond à petit j en base 64. Ce qui va me faire le codage de ABC en base 64, c'est grand Y, grand W, grand J, petit j en base 64, j'ai dit. Maintenant, voyons comment on va utiliser OpenSSL. OpenSSL, il y a la commande, ça veut dire la commande qu'on va utiliser avec OpenSSL, par exemple, pour générer des clés, pour chiffrer, pour signer, pour vérifier la signature, pour déchiffrer, etc. Et puis les options, par exemple, je veux chiffrer, mais utiliser du chiffrement AES avec une clé qui est de 128 bits, etc. Et puis les arguments, je vais chiffrer, par exemple, un fichier ou le résultat, je vais le mettre dans un fichier, etc. Donc, voyons maintenant de manière pratique. Comme je vous ai dit, on va le faire sous Windows. Sous Linux, c'est pratiquement pareil. C'est même plus facile sous Linux. Donc là, je vous ai dit, j'ai installé l'utilitaire OpenSSL à partir de SourceForge. Je l'exécute. Voilà. Alors, si je tape la première commande, c'est OpenSSL. Donc ici, je suis déjà dans OpenSSL. Donc, ce n'est pas la peine de faire OpenSSL. Par contre, je peux faire exit et sortir et faire la commande en entier tout en ayant le chemin vers OpenSSL, bien sûr. Je fais donc du rand-base 64 et 128. Donc, vous voyez ici, déjà, le fait d'avoir ici des majuscules, des minuscules, des chiffres, et ça se termine avec un égal, je suis certain que c'est du base 64. Et l'argument ici 128, ça veut dire que j'ai généré 128 octets aléatoires en base 64. Alors, génération de chaînes aléatoires, c'est très important par la suite quand on veut générer des clés aléatoires pour chiffrer, pour déchiffrer, etc. De la même manière, je peux faire rand 32 par exemple et -x. Là, vous voyez, l'ordre n'est pas important. Ici, j'ai mis la base en premier et puis la taille. Là, j'ai mis la taille et puis la base en dernier. Ça ne change rien. Donc ici, on voit bien que ce n'est pas du base 64, mais par contre, c'est du hexadécimal. C'est du hexadécimal, du hex, c'est générer 128 bits aléatoires en hexadécimal. Maintenant, j'ai créé un fichier qui s'appelle doclair, c'est celui-là, j'ai mis juste ce texte. On va l'utiliser. J'ai créé également un autre fichier qui s'appelle doc1 où j'ai mis juste la chaîne Toto. Maintenant, on va essayer qu'est-ce que je disais? Donc, OpenSSL enc-a, si je mets enc-a, doc, mon fichier c'est doc-clair.txt, -out, ça veut dire le résultat, je vais le mettre dans un fichier que j'ai appelé doc64, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, donc j'ai fait une erreur ici, c'est OpenSSL enc-a, j'ai oublié de préciser ici le -in, ça veut dire il va chercher dans quel fichier. Alors, le résultat ne donne rien. Pourquoi? Parce que en fait, le résultat, je l'ai redirigé vers doc64. On va aller voir doc64. Doc64, il a bien été créé. J'essaie de l'ouvrir. Vous voyez ici, pareil, c'est du codage en base 64. C'est des majuscules, minuscules, de 0 jusqu'à 9, ça se termine par un égal, c'est du base 64. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, c'est pas juste. J'ai converti ou codé doc-texte, doc-clair.text en base 64 tout court. D'ailleurs, si je viens ici et je fais la même commande sans faire le -out, ça veut dire je ne redirige pas la sortie, je veux voir la sortie sur l'écran, on voit bien, ça c'était le contenu que j'ai redirigé ici vers doc64. Donc ici, ENC c'est pour du codage, -a c'est pour spécifier le codage base 64, et qu'est-ce que je code? C'est le document, ce document-là.
Maintenant, si je fais ENC-D pour décoder, toujours "-A pour base 64, "-in", ça veut dire je veux décoder quoi? Ben, je vais décoder mon fichier qui est codé en base 64. Vous voyez ici, il m'a affiché le contenu de doc clair, c'est-à-dire celui que j'avais converti tout à l'heure en base 64. Donc ici, on a bien vu comment générer des chaînes aléatoires, comment convertir en base 64 et comment convertir également en revenir de base 64 en texte, au format texte. Alors maintenant, passons au chiffrement symétrique. Pour le chiffrement symétrique, on avait dit on va utiliser la même clé pour chiffrer, pour déchiffrer. Donc on va voir déjà comment générer des clés symétriques. Et puis pour le chiffrement, on avait dit on chiffre le message en utilisant notre algorithme de chiffrement de type AES, DES, IDEA ou autre. J'obtiens un chiffré. Pour déchiffrer, je déchiffre le crypté avec la même clé pour retrouver le même message initial. Alors on va voir les commandes. Donc ici, je vais faire ENC-E et je vais vous expliquer la commande. Alors, ENC, toujours pour chiffrement, ça vient de encrypt. "-E, c'est pour du chiffrement. "-DES-CBC, l'algorithme DES, vous vous rappelez, c'est un algorithme de chiffrement symétrique. CBC, c'est un mode de chiffrement. "-K toto, ici, j'ai spécifié la clé K, c'est-à-dire j'utilise un chiffrement symétrique avec la clé K. La clé, vous vous rappelez ici, la clé K, c'est toto que j'ai utilisé. Et le E ici, l'algorithme, c'est l'algorithme DES. "-in", ça veut dire qu'est-ce que je veux chiffrer? Ben, je veux chiffrer mon document doclair.txt. Et je peux ne pas mettre "-out". Je vais d'abord voir le résultat, il correspond à quoi. Et vous voyez, c'est totalement chiffré. Et donc ça, c'est le chiffrement de mon document clair ici avec l'algorithme DES en mode CBC et la clé toto. Je peux rediriger ce résultat vers le fichier, vers un fichier que je vais nommer doc.ds. Vous le nommez comme vous voulez, hein. Donc, si je regarde doc.ds, il est où? Il a été créé. Il est là. J'essaie de l'ouvrir. On voit bien que c'est un document chiffré. Voilà, on avance. Ici, j'ai mis ENC-D. -D, c'est pour décrypte, c'est pour déchiffrer. Et qu'est-ce qu'on a déchiffré? Alors, je refais, il y avait une erreur. Alors, à chaque fois que vous avez une erreur, c'est important, vous montez pour voir. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit error, OpenSSL is an invalid command, parce qu'on est déjà dans OpenSSL. Donc, OpenSSL, il n'y a pas OpenSSL deux fois. Donc, en fait, j'ai juste enlevé OpenSSL parce qu'on est déjà dedans. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déchiffré avec toujours l'algorithme DES et la clé K toto, la clé toto. Et qu'est-ce que j'ai déchiffré? C'est mon document chiffré. Normalement, je dois retrouver mon document initial qui est mon document texte doc clair. C'est cette opération que j'ai fait. Alors, supposons que je change la clé. Au lieu de toto, je mets toti. Vous voyez, il n'a pas déchiffré, il a fait d'autres choses qui n'est pas bien. C'est pas ce que je veux. Voilà, donc on a bien vu le chiffrement symétrique, c'est la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Maintenant, on va voir le chiffrement asymétrique. Le chiffrement asymétrique, je vous laisse lire ici. On arrive au plus important, c'est que je chiffre un message avec la clé publique du destinataire. Et pour déchiffrer, je déchiffre le message, le destinataire, il déchiffre le message chiffré avec sa clé privée pour retrouver le message en clair. Donc, il y a bien une paire de clés, clé publique, clé privée. Et puis, on va voir les commandes. D'abord, donc, on va générer une clé privée. Donc, je mets gen rsa-out escape.pem. Ici, j'ai mis 1024. Je peux mettre 2048 ou 1024 ou ce que je veux comme taille. Donc là, en fait, il me dit
qu'il est en train de générer une clé privée de 1024 bits. Et voilà, il a normalement créé une clé privée qu'on a appelée SKI.pm. Je vais aller voir. Voilà, elle est créée. C'est celui-là. Vous remarquez bien que ça commence par begin RSA private key et end RSA private key. Et c'est en base 64 toujours. Très bien. Maintenant, ce qu'on a fait n'est peut-être pas recommandé parce qu'on a généré une clé privée et on l'a stockée en clair sur notre PC. Donc, n'importe qui a accès au PC, il a accès à notre clé privée, ce qui n'est pas bien. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas d'abord, je change 2048, ça c'est juste pour vous montrer une autre taille. Et ce qui est nouveau ici, c'est que j'ai rajouté -DES. DES, je vous rappelle, c'est un algorithme de chiffrement symétrique. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que cette clé SK1, qui est une clé privée RSA que j'ai générée, je ne vais pas la stocker en clair. Je vais la protéger en la chiffrant elle-même avec l'algorithme DES. Bien sûr, l'algorithme DES, il a besoin d'une clé de chiffrement. C'est ce qu'il me demande ici. Vous voyez bien qu'il est en train de générer une clé privée. Et à un moment donné, il veut la chiffrer pour la protéger. Il me demande un mot de passe. Donc, je mets AAAA. Je remets le même mot de passe et a priori, il a créé la clé privée. Donc, maintenant, si je mets RSA-modulus-no-out, alors modulus, vous vous rappelez dans l'algorithme RSA, il y a le n est égal à p fois q, revenez au cours si vous ne vous rappelez pas bien, ça, on l'appelle le modulus, c'est celui-là. En fait, on l'a juste affiché ici, affiché le modulus qui est le produit de deux nombres premiers, P et Q, utilisés dans la base de RSA. Maintenant, le -no out, pardon, je ne l'ai pas expliqué, c'est juste pour ne pas m'afficher la clé. Si je ne mets pas -no out, je l'enlève ici, vous voyez, il m'affiche et le modulus et la clé privée. Alors maintenant, je passe à la prochaine commande, c'est -pub out. Inférieur sous Linux, sous Windows, je mets -in. Supérieur sous Linux et -out sous Windows, ça fait. Donc ici, RSA, c'est toujours, j'utilise RSA. -pub out. Pub, ça vient de clé publique et out, ça veut dire sortie. Ça veut dire que je vais générer une clé publique. À partir de quoi? C'est le -in. À partir de la clé privée, parce qu'on avait dit c'est une paire de clés. Une paire, elle contient la clé privée et la clé publique qui correspond à cette clé privée. Ça veut dire que la clé publique, on va la générer à partir de la clé privée. C'est celle-là, la clé publique. Donc, la clé privée, c'est sk1.pm. Et à partir de cette clé privée, je génère une clé publique qui s'appelle pk1.pm. Vous voyez ici, il me demande un mot de passe. C'est le mot de passe de quoi? Vous vous rappelez, il veut utiliser sk1, qui est une clé privée qu'on avait générée et qu'on a mis chiffrée sur le disque dur. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser. À chaque utilisation de cette clé privée, il va demander le mot de passe avec lequel on l'a protégé. Donc, vous voyez, il a bien créé pki1.pm. Je vais voir. On voit bien que c'est public key et elle est en base 64 également. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré une clé privée RSA de 2048 et à partir de cette clé privée, j'ai généré une clé publique. Maintenant, je vais pouvoir chiffrer et déchiffrer. Vous vous rappelez ici, on a chiffré avec la clé publique du destinataire. Donc, on suppose que les deux clés qu'on a générées, c'est les clés du destinataire. Donc là, on va chiffrer avec la clé publique du destinataire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, RSA UTS, UTS, ça vient de utility, c'est l'utilitaire de RSA qui permet de chiffrer. -pub in, ça veut dire pour chiffrer, on va chercher une clé publique. Il se trouve où? Il se trouve dans pk1.pm. Et qu'est-ce que je veux chiffrer? Je veux chiffrer donc 1.txt. Et le résultat, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans toto.rsa. C'est un fichier, vous le nommez comme vous voulez. Alors, allons voir doc1. Doc1, il contient juste la chaîne Toto. Et quand on l'a chiffré avec RSA et la clé publique qu'on a générée tout à l'heure, on a mis dans doc.rsa. On va voir à quoi ça ressemble. C'est bien un document chiffré. Si je ne veux pas rediriger la sortie, j'enlève le -out. Ça veut dire que je vais afficher le chiffrement de doc1 direct au clavier et à l'écran. Vous voyez que c'est quelque chose qui est chiffré. Maintenant,
Pour déchiffrer, ben, il me faut la clé privée qui correspond à la clé publique, c'est la clé privée de la paire. Donc, vous voyez ici, j'ai mis tiret décrypte pour décrypter en utilisant la clé privée. Et qu'est-ce que j'ai déchiffré? Qu'est-ce que je veux déchiffrer? C'est le message où j'ai mis, le document où j'ai mis donc un chiffré. Donc, bien sûr, à chaque fois que j'utilise une clé privée, il me demande le mot de passe parce qu'elle est protégée. Et vous voyez ici, il m'a affiché Toto. C'est pas très visible ici, mais voilà, avant OpenSSL, il m'a affiché Toto et Toto, c'est le contenu de Doc1. On a bien donc chiffré et déchiffré. Si j'utilise une autre clé qui ne correspond pas à la clé avec laquelle on a chiffré avec la clé publique qui correspond à SK1, mais en réalité, ici, je déchiffre avec SK. Il va me dire qu'il y a une erreur parce que c'est deux paires de la clé. Je chiffre avec une clé publique du destinataire et je déchiffre avec la clé privée du destinataire, celle qui correspond à la même paire. On a vu maintenant la symétrie, qu'on passe aux fonctions de hachage. Fonctions de hachage, on avait dit, c'est des fonctions qui sont faciles à calculer, qui l'entrée est de dimension variable, la sortie elle a toujours la même taille, elles sont à sens unique, ça veut dire à partir du hash, je ne peux pas trouver le message et elles sont sans collision, ça veut dire si j'ai deux messages M1 et M2, alors le hash est différent. On a dit on l'utilise pour le contrôle d'intégrité, ça veut dire je veux vous envoyer un message et vous voulez être sûr que le message reçu est intègre. Donc, je calcule l'empreinte, je vous envoie et le message et l'empreinte. À la réception, vous recalculez l'empreinte du message, vous comparez avec celle reçue. Si c'est égal, ça veut dire que le message n'a pas été modifié. Et on avait dit qu'on peut utiliser une fonction de hachage avec clé, ça veut dire avant de hacher ici, je rajoute un facteur clé qui est une clé secrète partagée entre Alice et Bob pour éviter les manies de mail. Et pareil, à la réception, vous recalculez le MAC ici en utilisant le hash du document avec la clé et vous comparez. Ça, on a appelé cet algorithme une simplification de l'algorithme HMAC. Alors, on va voir comment. Donc, déjà, pour hacher, ben, c'est la commande DGST. DGST, ça vient de digest. Digest, ça veut dire empreinte. Vous voyez ici, par défaut, il a utilisé l'algorithme MD5 pour calculer l'empreinte de ce que je lui ai donné ici, qui est DocClair. Et ça, c'est l'empreinte de DocClair en MD5. Si vous regardez sa taille, elle est de 16 octets. Donc ici, comme c'est en hexadécimal, si vous comptez, vous allez trouver 32 caractères. Parce que chaque caractère est codé sur 4 bits, c'est la moitié d'un octet. Ici, j'utilise la même chose que tout à l'heure, mais sauf que j'ai spécifié l'algorithme. Je ne veux pas qu'il m'utilise MD5 qu'il utilise par défaut, mais qu'il utilise SHA 512. SHA-2 avec 512. Et vous voyez ici que la taille est plus longue que ici. Maintenant, le hmac, c'est une fonction, on a dit, de hachage avec clé. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que je rajoute la clé. Par contre, ici, il faut peut-être que je lui donne le document que je veux hacher. Donc, j'ai fait une erreur, je refais, je relance OpenSSL. Et je refais la même commande tout en rajoutant, donc c'est DGST-SHA-1, je précise l'algorithme SHA-1. Je veux utiliser le HMAC cette fois-ci avec une clé key, vous donnez n'importe quelle clé, du document, par exemple, docclair.txt. Et là, vous voyez qu'il a bien calculé HMAC avec SHA-1 de docclair.txt. Nous arrivons maintenant à la signature. La signature, on a dit, on va d'abord hacher le document et puis le chiffrer avec notre clé privée et c'est la signature. Et on envoie à la fois le document et la signature. Pour la vérification, on a besoin du document et de la signature. On recalcule le hash du document. On déchiffre la signature avec la clé publique de la personne qui a signé et on compare les deux condensés. On va voir ça maintenant, comment on le fait. D'abord, il faut générer bien sûr les clés. On utilise l'algorithme DSA, on en a parlé dans le cours.
Et voilà. Donc, GenKey, c'est pour générer une clé. Je l'ai générée 2024 et le résultat, je l'ai mis dans un fichier que j'ai appelé dsa.pem. On va voir si elle est créée. dsa.pem. Il est là. Et on voit bien ici, c'est begin DSA private key et c'est une clé privée en base 64. On voit bien ici, D égale à la fin, c'est du padding. Donc, on a généré la clé privée. Maintenant, on veut générer la clé publique à partir de la clé privée. C'est comme tout à l'heure. Donc, ici, je crée la clé publique à partir de la clé privée. On a bien créé une clé qui s'appelle PDSA pour la clé publique de DSA. On va voir. C'est celle-là. C'est une clé publique. Et maintenant, je vais pouvoir signer. Je signe. Je vous explique ensuite la commande. Donc ici, je mets DGST pour le digest, c'est pour calculer l'empreinte avec SHA 256. Après, je vais signer, bien sûr, signer avec la clé privée, avec ma clé privée, donc c'est dsa.pm qu'on avait créé. Et le résultat, c'est-à-dire la signature, je l'ai nommé signature.sign, vous la nommez comme vous voulez. Et qu'est-ce que je vais signer? J'ai signé le document doclair.txt. D'ailleurs, on peut aller voir cette signature qu'on a créée qui s'appelle signature.sign. C'est celle-là. On va essayer de l'afficher. Voilà, vous voyez à quoi ressemble une signature. C'est petit et c'est illisible. Maintenant, on va pouvoir vérifier la signature. Donc, pour vérifier, vous vous rappelez, on a besoin de l'algorithme, c'est SHA-1 256 pour calculer l'empreinte et c'est la commande verify. On a besoin de la clé publique qui correspond à la clé privée qui a été utilisée lors de la signature. C'est la même clé de la paire, donc c'est la clé publique. On a besoin de la signature et on a besoin du document en clair. Vous vous rappelez ici, pour vérifier, on a besoin du document, bien sûr de l'algorithme ici qu'on a utilisé SHA 256, de la signature et de la clé publique qui correspond à la clé privée qui a été utilisée lors du chiffrement. Et vous voyez ici, il me dit verified, OK. Si j'utilise une autre clé, ici ou un autre document, ici par exemple à la place de doc clair, je mets doc 1. Bien sûr, la signature va échouer et il me dit verification failure. Voilà, nous arrivons à terme de cette vidéo. Nous avons vu comment générer des clés, comment générer des chaînes aléatoires, comment coder en base 64, comment signer, comment vérifier la signature, comment faire du chiffrement symétrique, du chiffrement asymétrique, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les certificats électroniques. Merci.